fait très solennel. Oula, ça fait d'autant plus solennel. Bonjour à tous. On va démarrer cette nouvelle séquence. Je crois que vous venez de passer une séquence Assemblée Générale. Maintenant, c'est une séquence un peu plus inspirationnelle. J'ai le plaisir de vous accueillir au nom de toute la CI à une table ronde autour de la question innovation durable, innovation technologique, des enjeux toujours compatibles, point d'interrogation. Alors je vous propose en guise d'introduction, et avant de vous présenter nos trois intervenants, de nous plonger dans la peau des bacheliers hier matin, bac de philo. On commence par les notions. De quoi parle-t-on aujourd'hui ? De l'innovation, bien sûr. Alors ça, je ne vais pas trop revenir dessus. Je pense que l'innovation, ça vous dit quelque chose. Mais globalement, l'INSEE nous dit introduction sur le marché d'un produit ou d'un procédé nouveau, significativement amélioré. Simple. Durable. Alors on peut retenir la définition de nature à durer longtemps. Ça, c'était le côté sympa. Et puis, on peut également l'étendre autour du développement durable. Le développement qui permet aux générations futures de préserver leur propre capacité à se développer. Technologique, alors ça c'était déjà plus sympa. J'ai regardé dans le dictionnaire, on retient par technologique le lien avec les outils, les machines, les procédés et les méthodes. Ça c'était ce qu'on voit communément admis par la nature de quelque chose technologique. Et puis je suis allé voir dans un dictionnaire que j'aime bien, c'est celui d'André Comte-Sponville, qui est philosophe, et qui dit la technologie, alors il ne parle pas de technologie, qui dit c'est un discours rationnel sur les techniques, souvent scientifique, le discours, portant tout entier sur les moyens, jamais sur les fins, raison pour n'y chercher aucune morale. Et j'ai trouvé ça sympa de lier la technologie à aucune morale. Et pourquoi pas ? Mais ça ouvre le débat. Je me suis dit, tiens, c'est une bonne manière d'entrer en... Et enfin, compatible, toujours compatible. Alors le mot « toujours », je n'ai pas trop besoin d'en parler. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de quelque chose de perpétuel ou de tout le temps, mais qui peut s'accorder avec autre chose, exister en même temps. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant de se dire, tiens, innovation durable, innovation technologique, peuvent-ils cohabiter, exister en même temps ? Donc voilà, ces dernières notions laissent poindre l'intention de ceux qui ont choisi ce sujet, qui dit aussi que nous, en tant que conseil, on a d'importantes responsabilités. Et puis un petit regard en arrière qui montre que toute l'humanité n'a pas toujours fait les bons choix, peut-être en innovation technologique, quand on voit les conséquences sur l'épuisement de la planète et tous ces enjeux qui nous amènent aujourd'hui à réfléchir. Je vous propose, sans plus attendre, de vous présenter quelques instants. Alors je vous présente parce que j'avais peur que vous mettiez chacun 10 minutes à le faire. Donc comme ça, si c'est imparfait, je vous laisserai largement compléter. Donc Catherine, responsable de la transformation digitale chez Bayer, qui nous accueille aujourd'hui, et du programme Innov4Ag, ou AG, je ne sais pas si on dit Innov4Ag, pour agriculture. De formation scientifique, tu as longtemps travaillé en tant que chercheuse sur des sujets de bioinformatique, si je ne me trompe pas, et tu t'engages par ailleurs auprès de nombreuses initiatives en faveur de l'entrepreneuriat féminin, et on te retrouvera souvent associé, par exemple, aux équipes des Lyonnes. Voilà. Mehdi, merci d'être parmi nous. Tu es cofondateur de Team for the Planet, qu'on ne présente presque plus, aussi connu que Bayer, qui compte... Pardon ? Je n'irai pas jusque-là. Sans doute. Qui compte désormais 122 000, je crois, associés, si je ne me trompe pas, si les chiffres sont bons. Un associé investisseur engagé dans la lutte contre le dérèglement climatique. Et avant de lancer Team for the Planet, tu as été aussi entrepreneur, tout simplement, pour Optimize, Climate Dividends ou mon CDI. Donc un entrepreneur... Ou après. OK. Et enfin Christian, merci également d'être parmi nous. Christian Dubarry, directeur des affaires européennes chez BPI France, que tu as rejoint en 2002. Donc à l'époque, ça devait s'appeler Oseo, si je ne me trompe pas. En Var ? J'ai pas osé le dire en préparant, je me suis dit non, ça fait vraiment... Depuis plus de 2 ans, j'ai présenté aussi les programmes Eureka, et tu es expert et point de contact national de l'EIC. Voilà, je pense que ça parle à tout à l'heure, l'European Innovation Council. Bon, ça marche. Catherine, je me permets de commencer par toi. Entreprise Bayer, agriculture, sciences du vivant, taille mondiale,
j'ai envie de dire, grosse entreprise, grosse responsabilité. Quels sont les gros défis qui vous attendent, vous, tout Bayer? C'est simple comme question. Quels sont les grands défis aujourd'hui auxquels vous apportez ou vous tentez d'apporter des réponses? Très très simple du coup. Alors peut-être que je vais commencer par un petit pour introduire le sujet en fait et parce que ça me parle en fait et je pense que ça va vous parler. Je vais commencer par un mini reverse pitch. Donc en fait, période Covid, vous vous souvenez à un moment, il n'y a plus de moutarde du tout sur les rayons. Mais vraiment quoi, on en cherchait tous partout. Et en fait, pourquoi il n'y avait plus de moutarde ? Il faut revenir en arrière, 2016, interdiction d'un produit de protection des cultures en France en particulier. Les agriculteurs ont plus pu produire en fait, de façon rentable des graines de moutarde. Alors qu'est-ce qu'on a fait en France ? On s'est tourné vers les autres producteurs mondiaux, on s'est tourné vers le Canada, premier producteur mondial. Malheureusement, au Canada, il y a eu des problèmes climatiques, sécheresse, aussi des inondations. Et du coup, ils ont gardé leurs graines de moutarde. Il a fallu qu'on se tourne vers les deuxième et troisième. Et savez-vous quoi ? Le deuxième, c'est l'Ukraine. Et le troisième, c'est la Russie. Voilà, donc on est avec, comme ça, des problèmes donc, environnementaux, climatiques, géopolitiques, qui font qu'à un moment, il n'y a plus rien dans les rayons. Et bon, finalement, la moutarde, moi je m'en passe, j'aime bien maï, mais ça va. Mais imaginez si ça s'était produit avec du blé. Et là, tout de suite, ça change. Et en fait, c'est pour ça aussi que Bayer est ici. En fait, on aide les agriculteurs à produire de la nourriture pour tout le monde, pour que tout le monde mange à sa faim. Et avec à la fois des solutions de protection des plantes, qu'elles soient des pesticides, on va mettre le nom directement, aussi d'origine biologique, donc qu'ils soient de synthèse ou biologique, des semences et puis tout ce qui va avec, c'est-à-dire l'agriculture digitale qui peut nous permettre d'avoir le rendement optimal. Et je pense que quand on pose ça, oui, grande responsabilité, je pense, sur en fait, notre moto, vous savez qu'il y a deux parties chez Bayer. Il y a une partie pharma, une partie crop science, et puis aussi une partie over the counter. Mais là, je vais m'attacher plutôt à parler de la partie agricole. Et le motto, c'est Hunger for None. Donc, on essaye d'éradiquer la faim dans le monde. Après, comment on le fait ? C'est là que les questions de durabilité arrivent. Et du coup, on est très engagé sur ces questions de développement durable. Et c'était ma deuxième question. Voilà. De l'innovation technologique. Alors, ce matin, je crois que certains d'entre vous ont vu les labs, les laboratoires de Bayer. Donc, l'innovation technologique, on la sent assez bien. Surtout, je crois, le petit robot qui faisait un tas de choses tout seul. En revanche, comment on fait ce lien avec la durabilité ? Est-ce que c'est une exigence ? Est-ce que c'est normé ? Est-ce que c'est d'où elle vient, du haut, du bas ? Alors, il y a une exigence très claire d'en haut, corporate, on va dire. J'ai re-regardé les slides ce matin. Donc, il y a une personne en France, Stéphanie Lehoux-Héroux, qui est chez nous responsable de tout ce qui est question de durabilité. Mais donc, on s'est engagé sur tous les objectifs de développement durable fixés par les Nations Unies, notamment la lutte contre la faim, ce qui fait sens avec ce que je vous ai dit. Évidemment, la santé, tout ça, c'est la partie pharma, mais aussi la neutralité carbone avec Action climatique. Et donc, en 2030, c'est neutralité carbone dans toutes nos activités. Protection de la vie sur Terre, on a une réduction de 30% de l'impact des produits phytosanitaires. Donc typiquement, je vous donne des exemples français. En 2022, sur le digital farming, on avait 1600 viticulteurs qui ont utilisé Movida. C'est un outil d'aide à la décision qui permet de prédire à l'avance l'apparition de maladies et donc de ne traiter que quand il va y avoir des risques. On a eu 270 000 hectares sur FieldView. Donc c'est un outil digital d'aide à la décision pour réduire l'eau, les intrants, les pesticides, voilà. Et puis 50 millions d'euros d'investissement sur le biocontrôle. Donc pour que vous fassiez une idée, le marché global des pesticides, ça c'est Simon qui m'a dit ça juste avant de venir, c'est 2 milliards. Sur les produits biologiques, c'est 250 millions. Et là, on a mis 50 millions pour trouver des innovations de demain en produits biologiques. Voilà, donc ça, c'est le genre de truc très corporate.
et sur lequel il y a tous les index financiers. Et évidemment, c'est indexé sur la performance de nos dirigeants. Mais je dirais qu'au-delà de ça, nos clients, c'est les agriculteurs. Et en fait, on n'a pas envie finalement de... notre vision durable, c'est qu'ils puissent continuer à utiliser leurs terres de façon tout à fait durable, et c'est leur but à eux aussi. Ils ont envie de transmettre leurs exploitations, et notre idée, c'est de les aider à faire ça pour qu'on puisse continuer à nourrir les gens sur le futur. Voilà. Donc on est tous des citoyens à l'intérieur de Bayer, et on a nous aussi tous ces engagements de durabilité. Donc je reviendrai après sur la vision qui nous permet de construire les pesticides de demain, mais qui peut avoir aussi un impact là-dessus. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Christian, on peut dire, alors j'ai marqué une dizaine d'années, peut-être que c'est une quinzaine, peut-être même une vingtaine, qu'on demande de plus en plus aux entrepreneurs, petits, grands, de dépasser tous ces aspects extra-financiers, que seule la performance économique n'est plus que celle qu'on doit regarder. Concrètement, comment ça se traduit dans les exigences de celui qui finance toute une partie de l'économie de l'innovation ? Oui, merci. C'est un sujet complexe. D'abord, peut-être pour dire que sur le titre de la table ronde, on a une conviction qui est que l'innovation technologique, notamment technologique, va permettre la transition et donc la durabilité. Donc il y a quand même un couplage ultra direct entre les deux. Ça ne s'oppose pas du tout. Ça peut s'opposer à la marge, mais c'est principalement très imbriqué. Notre principal effort s'appelle Plan Climat. BPI France, on l'a déployé depuis 3 ans, je crois. Il y a 3 pieds ou 3 jambes. Une jambe ENR, photovoltaïque, éolienne, on finance des prêts. Une jambe, toutes les entreprises à verdir. Donc là, c'est des programmes massifs de prêts, et d'advisory. Et puis un programme de Green Tech sur lequel on reviendra, ce qui est l'innovation technologique durable, sur lequel on reviendra sans doute dans la table ronde. Sur le non financier, donc c'est une dimension émergente, de plus en plus importante. Pour nous, le sujet, je ne suis pas un expert, hein, c'est pour ça que j'ai quand même collecté pour préparer la table ronde. Ce sujet s'appelle aujourd'hui CSRD, il faut absolument le connaître. Il va s'imposer progressivement depuis les grandes entreprises vers les plus petites, avec un calendrier assez précis. C'est la Corporate Sustainability Reporting Directive, c'est le reporting extra-financier, donc tout ce qui n'est pas financier. Il prend la suite de la DPEF, la déclaration de performance extra-financière. Bayer y est évidemment soumis. Certains d'entre vous aussi, ceux qui ont les cabinets peut-être les plus importants. Donc ça s'impose à tout le monde. Et dedans, il y a un volet environnement très fort autour de 5 blocs, changement climatique, pollution, eau et ressources marines, biodiversité et écosystème, et utilisation des ressources et économie circulaire. Donc vous verrez aussi qu'il y a des ponts entre les différentes grilles. Donc là, c'est une grille. Il y a d'autres grilles. C'est compliqué. C'est compliqué, notamment pour les plus petites entreprises. Et donc, nous, ce qu'on fait, outre le fait de se l'appliquer à nous, on est bien obligé et on le fait très volontairement parce qu'on veut aussi être exemplaire. On a pour ambition d'aider au maximum les entreprises à s'adapter, à comprendre, parce qu'on n'est pas toujours en France en adoption des early adopteurs des normes de ce type-là. On imagine plutôt le nord de l'Europe, etc. Donc il faut qu'on soit plus rapide dans l'adoption et la mise en œuvre de tout ça, plus exemplaire. On a mis en place certaines offres de conseil avec certains déployés en liaison avec certains d'entre vous. J'en cite quelques-uns, le DIAG Ecoflux, le DIAG Décarbonation, le DIAG Perfimo, etc. pour traiter tous ces aspects décarbonation, notamment dans les PME et jusqu'aux ETI. Donc c'est un sujet énorme. Moi, il y a 10 ans, on en parlait un peu, la RSE, c'était un peu la dernière roue du carrosse. Maintenant, c'est un sujet hyper clé, quoi, central. Et quand on discute avec certains de nos clients tous les jours, ils disent c'est chouette tout ce que ça nous impose, mais, et on en a même discuté ensemble un petit peu avant, ça nous ralentit en quelque sorte, parce que c'est de nouvelles exigences, parce que nos petits camarades en Angleterre ou en Belgique ou peut-être ailleurs à l'autre bout du monde, ils n'ont pas cette épée de Damoclès pour obtenir des financements publics, mais aussi par ailleurs par rapport à leur partie prenante. Est-ce que ça va devenir acceptable, à ton sens, ce fait de dire « Ok, je ralentis la machine pour regarder un petit peu plus loin », mais regarder plus loin, c'est regarder peut-être un petit peu plus longtemps et tout ce qui va avec. Ouais, ralentir, oui et non. On avait évoqué ce point quand on a préparé la table ronde. Là, il y a des éléments... il faut un level playing field réglementaire, parce que sinon on est en combat par armes égales. On parlait là de
de réglementation, d'autorisation de mise sur le marché du biocontrôle, qui est plus light aux États-Unis qu'en Europe. Bon, c'est comme ça, donc c'est quand même une contrainte qui pèse sur les entreprises européennes, à tel point qu'il y a des sociétés jeunes, des startups qui commercialisent d'abord aux États-Unis avant de commercialiser en Europe. Donc c'est quand même un peu compliqué. Ça complique leur vie. Il faut faire évoluer ça. Il faut aussi que tout le monde porte sa voix dans les consultations de la Commission qui définissent ces règles. Donc level playing field nécessaire. Par contre, aller moins vite, je ne pense pas du tout. Moi, personnellement, je pense qu'on ne le pense pas chez BPI-France, parce qu'on est dans un monde qui se souverainise, ou peut-être la dimension internationale est peut-être ces dernières années un peu différente de ce qu'elle était avant, mais on est en concurrence frontale avec tout le monde, donc il faut absolument aller vite dans le développement de ces technologies vertes, parce qu'on est en concurrence avec tout le monde, donc aller moins vite, pas du tout, et donc il faut investir beaucoup. C'est aussi pour ça qu'il y a des efforts publics et privés, enfin publics en particulier sur les technologies clés, France 2030, l'hydrogène, les batteries, l'effort sur les green tech pour aider avec plein d'instruments de prêts, de subventions et de capital le développement de ces technologies. Donc aller moins vite, non, et à tel point qu'on a lancé il y a un an un porte-à-porte. On va aller voir 20 000 entreprises directement. Alors pas les green tech, mais les entreprises plus traditionnelles industrielles, pour leur dire il faut absolument s'engager dans une transformation. Et la transformation, elle vous sera spécifique. Il faut faire regarder ce qu'on peut faire, ce qui vous est utile, ce qui peut être fait pour se transformer. Donc c'est complexe. Et le conseil et l'advisory sont clés sur ce chemin-là. La victoire sera quand la durabilité sera un facteur de compétitivité. Dans ces cas-là, on dira c'est pas parce que j'étais plus lent que je suis moins compétitif, c'est parce que je suis plus sustainable, alors je suis plus compétitif. C'est chouette, c'est mon petit côté bisounours. Midi. Un petit point sur Team for the Planet. Je regardais sur le site 585 projets en cours d'évaluation, 1600 projets déposés. Quel est le process de sélection? Parce qu'au bout du compte, maintenant que Team for the Planet a des moyens qui vont grandir, notamment avec le futur nom de Bayer et de BPI France, qui vont faire dès ce soir, quel est le process de sélection? Comment on fait pour trouver la bonne innovation? Nous, on est une toute petite équipe et on n'est pas qualifié pour évaluer scientifiquement les innovations, pour savoir si techniquement elles fonctionnent. Donc on a tout de suite imaginé un système qui ferait que ça serait quelque chose d'un peu automatique et lié à l'aspect communautaire. Donc la présélection, elle se fait par des évaluateurs qui sont à peu près n'importe qui. N'importe qui peut faire une formation, ça prend 1 heure. On a formé 17 000 personnes. Et à partir du moment où on est évaluateur, on peut avoir accès à notre plateforme d'évaluation où les innovateurs déposent leurs dossiers. Les dossiers sont pensés pour que l'aspect communication ne donne pas un avantage particulier, en fait, parce que des fois ça peut biaiser. Et surtout, l'aspect collectif fait qu'à la fin, on sait que quand on a plus de 60 personnes qui ont évalué un projet, on sait que le niveau d'impact de ce projet aura été correctement évalué. Donc le but, c'est pas de nous dire si techniquement ça marche à cette étape-là, c'est juste est-ce que ce projet est un projet qui peut avoir un impact mondial sur les émissions de CO2. Par exemple, une innovation qui peut faire baisser les émissions de CO2 d'au moins 1%. Et une fois qu'on a ça, après on va dans un comité scientifique qu'on a constitué et qui, lui, a accès à tous les experts du CNRS, du CEA et de plusieurs grands laboratoires français. Et donc à chaque fois, on va avoir un expert qui connaît exactement ce sujet-là, qui va être mis en face pour être sûr que le projet techniquement fonctionne. Et à la fin, on va en assemblée générale et on propose l'investissement à nos 120 000 actionnaires qui vont voter sur la base d'une note d'investissement où on va retrouver l'avis du comité scientifique notamment. Ok. Et quand on regarde les critères d'évaluation, en fait, l'enjeu, c'est tant que la start-up n'est qu'une start-up, on imagine que son impact, si elle réussit, il est sympa, mais ce qu'on veut, c'est qu'elle passe à l'échelle. Aujourd'hui, c'est le comité scientifique qui va traiter la sélection des dossiers, qui va projeter l'impact de la société multiplié par 10 000 produits, 10 000 fois le service ou 2 millions de fois le service pour savoir si l'impact est réel, mais s'il n'entraîne pas des effets de bord qui seraient plus négatifs que la première intention. Oui, il y a un critère effectivement qui est le fait que une innovation peut potentiellement avoir un impact positif sur les gaz à effet de serre, mais flinguer la biodiversité. Donc dans ce cas-là, on ne va pas investir dedans. Mais sinon, le grand renversement en fait qu'il y a avec Team for the Planet, c'est qu'un investisseur classique
va chercher la meilleure équipe, le rapport meilleure équipe et meilleur potentiel du projet pour un rendement le plus rapide possible avec le moins de risques possible. Nous, le niveau de rendement, on n'entre pas parce qu'en fait, nos actionnaires ont signé pour investir sans rendement financier. Donc pour 1 euro investi, à 10 ans, ils récupèrent 1 euro. Donc le niveau de rendement et la rapidité de ce rendement ne nous importent pas. Ce qu'on cherche, c'est une innovation qui va avoir, si elle devient mondiale, un impact radical sur les émissions de CO2. En gros, on cherche une innovation dont la planète a besoin. Et ensuite, on va remodeler l'équipe, parce qu'on recrute en général un CEO, un CTO, enfin on recompose parce qu'en général c'est juste un chercheur, une équipe de chercheurs qui sont là, mais qui potentiellement ne sont pas du tout capables de passer à l'échelle, de transformer une technologie en un produit. Donc on va recomposer l'équipe, donc à la limite l'équipe peu importe. C'est vraiment le projet. Et le rendement, c'est un moyen. C'est-à-dire qu'on ne peut pas investir dans une entreprise qui n'a pas de rendement du tout, parce que sinon ce n'est pas une entreprise et donc elle ne peut pas avoir d'impact. Par contre, qu'elle soit rentable dans 10 ans, qu'elle fasse 1% ou 10%, on s'en fout, ça c'est pas le problème. De toute façon, on va lui donner les moyens de se développer et on va adopter un modèle économique qui est basé sur le fait de partager l'innovation. Donc le brevet, il y aura un brevet, quoi qu'il arrive, mais il ne sera pas utilisé pour empêcher l'innovation des autres, mais pour organiser l'innovation collective et garantir un modèle économique à l'entreprise. Et vous êtes donc susceptible de faire une première enveloppe d'investissement pour passer de l'étape 1 à 2, mais revenir ensuite, continuer, poursuivre l'investissement auprès de l'élu qui est en train de développer quelque chose de bon pour la planète. On peut, mais nous, notre but, c'est de mettre l'entreprise en état de recevoir ensuite des financements du monde classique. Par ailleurs. Je vais vous donner un exemple concret, parce que c'est beaucoup plus parlant. Yves Parlier, le navigateur qui a gagné plusieurs fois la Transat Jacques Vabre et fait le Vendée Globe, il a imaginé un système de kite géant piloté automatiquement qui traque les bateaux de la marine marchande. Si on équipe les 100 000 bateaux de la marine marchande de ce kite, on diminue de presque 1% les émissions de CO2 mondiales. Une innovation, 1%. C'est absolument énorme, c'est les émissions de la France. Le truc, c'est que lui, il était tout seul, et pendant 9 ans, il a développé, et le maximum qu'il a réussi à faire en 9 ans, c'est juste une voile de 9 mètres carrés qui n'a jamais fonctionné autre part que sur une plage. Quand on a investi, on était les seuls à le faire parce qu'on ne savait pas quand ce truc-là marcherait, s'il marcherait un jour, si techniquement c'était vraiment faisable, et donc il y avait un pari. Sauf que nous, on savait que cette innovation-là, la planète en a besoin. Donc on a dit, on va mettre les moyens. On a investi 1 million d'euros, et on a recomposé l'équipe. Et ben, 2 ans plus tard, on a un vrai prototype en mer, piloté automatiquement avec une voile de 100 mètres carrés, 100% pilotage automatique. Ça, c'est transformer une technologie en un produit. Et maintenant, il y a des armateurs qui financent parce qu'ils achètent des contrats de co-développement, parce qu'ils ont compris que c'était la clé de la décarbonation. Donc ça change tout. Ce qui était un rêve est devenu une réalité, en fait. Top. Moi, j'aime bien, c'est positif, ça fait du bien. Christian, si je ne me trompe pas, l'Europe demande de plus en plus dans les dossiers qu'on voit, que ce soit un Innovation Fund ou tous les dossiers qu'on voit en EIC Accelerator, une projection de l'activité à 10 ans, parfois à 15 ans, des émissions de CO2 évitées. J'ai l'impression que le fait que l'Europe soit exigeante, peut-être plus exigeante que le porteur de projet lui-même, pour qui ce n'est pas encore une préoccupation, ça fait avancer un petit peu le schmilblick. Est-ce qu'on peut déjà tirer une conclusion qui dirait là c'est bien parce que l'Europe impose quelque chose de contraignant, mais qui pousse un peu au cul les boîtes pour qu'elles fassent les choses bien, c'est mal dit. Vous avez complètement raison. C'est à plusieurs niveaux. D'abord, je voulais revenir sur l'Europe. Il y a un point que j'ai oublié de dire tout à l'heure qui me semble important dans le débat sur l'égalité des chances, le level playing field réglementaire. Il y a un point important, c'est le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, pour faire en sorte que sur le marché européen, rendent des produits qui ne sont pas moins chers, ont des contenus carbone très supérieurs à ceux qui sont en Europe. Et donc voilà, ajustement carbone aux frontières, c'est un point important. Et puis l'autre exemple qui est plus récent, c'est les droits de douane pour les véhicules électriques chinois que vous avez vu augmenter très récemment. Pourquoi ? Parce qu'il y a des subventions en Chine aux fabricants, aux constructeurs automobiles qui sont très au-delà de ce qu'il y a en Europe. Donc distorsion des chances et donc ajustement avec des droits de douane. Donc il y a quand même des progrès grâce à l'Europe sur ce plan-là, c'est positif. Après, l'Europe est aussi exemplaire sur elle est productrice de normes, vous savez, donc aussi là-dedans. Et oui, donc elle donne l'exemple. Donc dans les programmes qu'elle gère directement, le programme cadre,
Innovation Fund, etc., elle utilise des formatages, mais disons, qui sont contraignants, qui disons, poussent vers le bien, la durabilité. Mais elle le fait de façon connectée avec d'autres éléments. Je m'explique. Par exemple, nous on le voit sur le InvestEU, le PNI, vous voyez ce que c'est, le prêt Nouvelle Industrie, c'est pour financer des usines vertes. Il y a un truc qui s'appelle le Sustainability Proofing, qui doit être joint au dossier. C'est dérivé d'autres choses que vous avez vues aussi, qui s'appelle, excusez-moi, le DNSH. Est-ce que ça vous dit quelque chose à quelqu'un, le DNSH ? Vous l'avez vu dans France 2030 sans doute, c'est Do Not Significantly Harm Principle. C'est une grille où on check si ce qu'on fait ne va pas avoir des impacts négatifs sur le climat. Donc, le Sustainability Proofing est dérivé du DNSH. Ce qu'on voit dans Innovation Fund, etc. Bon, Innovation Fund, c'est particulier parce que c'est plus du vert, donc c'est plus fouillé. Mais sur les autres programmes, c'est les mêmes grilles. Donc, tout ça est vertueux. Ça vient par les fonds européens, mais ça se décline dans beaucoup d'endroits. Par exemple, France 2030, le plan de relance, on est obligé d'utiliser le DNSH. Donc nous, on n'utilise pas pour tout, mais on doit utiliser pour le plan de relance. Quand l'État emprunte de l'argent avec comment on appelle ça, des obligations vertes, et qu'après il fait quelque chose, j'en sais rien, France 2030 ou toute autre chose, il va devoir aussi utiliser des grilles qui viennent de là. Donc tout est connecté et amène l'économie dans un sens plus durable, même si c'est compliqué. Et le fait que, avec ou sans BPI-France d'ailleurs, mais souvent avec des banquiers privés, les fonds d'investissement, les grands fonds de fonds, soient vos partenaires, est-ce que ça les oblige ou est-ce qu'ils le font peut-être déjà naturellement d'intégrer cette notion de développement durable dans leurs exigences d'investissement ? Ouais, alors nous on a eu notamment sur les fonds, on a une garantie verte au niveau produit qui est optimisée pour les prêts octroyés par les banques en taux et en tarifs. On a aussi introduit des dimensions RSE dans notre activité fonds de fonds quand on investit dans des fonds. Mais plus largement, je reviens sur la taxonomie de la finance durable. Le DNSH dont j'ai parlé, fabuleuse invention, est intégré à la taxonomie de la finance durable, et qui est un cadre ultra important qu'on ne voit pas trop, qui va amener toute l'économie vers la durabilité si tout se passe bien. Je donne un exemple. BPI France émet des obligations vertes. On récupère de l'argent, on est une banque, on n'a pas de dépôt, donc on a des ressources qu'après on va prêter. Et en fait, comme ces obligations vertes, on va devoir les prêter à des projets verts. Comment seront-ils définis étant verts ? Par la taxonomie européenne, qui est un ensemble de grilles. Vous pouvez voir ça sur notre site, sur la partie Investor Relations. Donc on fait du reporting, le volume de prêts de 2 milliards d'euros, on dit il y en a tant pour les ENR, tant pour des bâtiments qui correspondent à certaines normes, tant pour les green tech. Et les green tech, on repart exactement les 6 briques de la taxonomie, parce qu'on définit en France les green tech de façon liée à la taxonomie européenne, parce qu'on pense que tout doit s'imbriquer correctement. Et ça le fait. Alors vous allez dire pourquoi faire des obligations vertes ? En fait, on s'est rendu compte que elles étaient plus attractives pour les investisseurs que des obligations normales. Donc c'est plutôt bien parce que ça veut dire qu'on peut se financer à tarif à coût inférieur, et donc ça va pousser vers le vert. Et c'est un système à étages qui fait que nous, dans notre passif, on va avoir ces obligations vertes, dans l'actif, il va y avoir des interventions vertes. Et nos interventions, par exemple en prêt ou en capital, ça va se retrouver dans les bilans d'entreprise qui vont devoir aussi faire établir des métriques financiers. Là, on est sur le reporting financier, des métriques financiers avec les grilles taxonomie. Donc tout ça est une chaîne complexe, mais qui va amener l'économie vers le vert. Complexe, d'où le besoin de conseils. Et ça, c'est un vrai sujet. Moi, je suis content d'être ici et qu'on en parle, parce que je pense aussi que ça va impacter le métier des consultants, parce que si on doit passer au peine fin un bilan et un compte de résultat pour voir ce qu'il y a de vert dedans, ça ressemble un petit peu à ce qu'on fait pour voir s'il y a de la R&D dedans. Enfin, c'est des processus qui sont assez voisins. Et donc, ça va aussi entraîner, je pense, c'est pas que je pense, c'est sûr, des nouveaux métiers. Transformation du conseil, parce que les entreprises ne pourront pas faire ça toutes seules.
Voilà ce que je voulais dire sur la taxonomie de la finance durable. C'est un sujet hyper important. Et le lien avec le privé est aussi important. Voilà. Et tout ça entraîne les acteurs privés, pour répondre à votre question. Et pour vous rassurer, en plus, la CI mène en ce moment des travaux, il y a une commission particulièrement sur le rôle du Conseil vis-à-vis de ces enjeux de développement durable. Est-ce qu'on aurait un devoir d'alerte? Est-ce qu'on a un devoir de conseil? Est-ce qu'il faut se former plus? Est-ce qu'il faudrait refuser d'eux? Enfin voilà, il y a toute cette réflexion alors qui est encore émergente. Est-ce qu'on doit se servir des standards qui existent aujourd'hui simplement pour dire attention, c'est standardisé? En tout cas, en tant que conseil, on se pose pas mal ces questions également. Catherine, tu voulais ajouter un... Oui, en fait, tous les éléments réglementaires, ils sont géniaux parce qu'ils sont nécessaires. En fait, quelque part, on doit se protéger tout le temps sur une anticipation de ce qu'on peut faire mieux. On ne peut pas s'arrêter là où on est. Maintenant, on peut aussi aller au-delà. Et dans certains cas, dans une entreprise privée comme nous, on souhaite rester aussi fer de lance et, on va dire, proposer avec aussi finalement notre vue de citoyen, comment on va faire la recherche différemment pour la rendre plus durable. Donc typiquement la chef de la recherche, Rachel Rama, qui a conçu aussi ce lieu, qui est chef de Small Molecule, elle est venue avec en plus une vision. Donc on peut être là sur de l'innovation encore plus durable, en disant mais non, mais on va pas la faire comme d'habitude, quoi. C'est pas moyen. Donc on change de paradigme et on a créé, c'est la première fois qu'on brande une approche de recherche qui s'appelle Kropki. Donc vous pouvez regarder sur internet, il y aura tout qui sera expliqué, pour changer notre façon de trouver les pesticides de demain. Là on parle vraiment du pesticide de synthèse, etc. Et on est en train de tout changer. Alors, grâce à la technologie, on n'aurait pas pu imaginer ça. Moi, il y a 10 ans en arrière, j'avais une idée préconçue que peut-être on pourrait trouver les molécules de façon différente, c'est-à-dire plus par serendipity, c'est-à-dire un petit peu j'essaye et puis je trouve la molécule qui va marcher, mais en se disant non, je vais essayer de la designer parce que je veux qu'elle ait encore moins d'impact externe, en fait, sur l'environnement et encore plus d'efficacité. Et on s'est dit, voilà, on va aller chercher dans le génome de nos pathogènes des plantes les protéines. Grâce à AlphaFold, on va peut-être pouvoir les modéliser, donc avoir la serrure, en fait, dans laquelle on veut mettre la clé. Et maintenant, notre chimie, avec de l'AI, on la définit différemment. Un chercheur chimiste, s'il a 2 dimensions d'efficacité, par exemple, par rapport à un pathogène de la vigne et du blé, il va pouvoir se dire, j'optimise sur les 2. Mais si on lui dit, il faut que ça fasse la vigne, le blé, machin, que ça touche pas ça, que ça soit moins cher, que machin, il peut plus. Donc là, on dit, l'AI peut aider. Et l'AI propose maintenant des molécules dans les labos pour la clé. Et donc, la vision déployée ici, long terme, et ça, je voudrais insister aussi, parce que en fait, cette innovation, c'est pas comme ça, c'est une vision, on démarre là, et puis peut-être dans 10 ans, on va y arriver, mais c'est l'étalement de temps qu'il nous faut pour tout modifier. Et ça, c'est ce qui nous drive maintenant. Et c'est au-delà des normes réglementaires qui, bien sûr, sont appliquées sur tous nos produits et d'ailleurs sont à chaque fois réajustés tous les 10 ans. Voilà. Et puisque tu as le micro, je te réinterroge là-dessus. Tu avais parlé d'une innovation qui était assez amusante parce que c'était une innovation technologique au service de la durabilité. Tout à fait. De l'exploitation de l'agriculteur. Ça, c'est un autre exemple dans les semences. En fait, vous allez voir arriver, là c'est en déploiement plutôt en Espagne, mais ça a été plutôt développé aux États-Unis. Vous allez voir arriver du maïs court sur pattes. On l'appelle short corn, voilà. Et en fait, au début, c'était majoritairement pour un avantage de rendement. Parce que il s'est avéré qu'il y a un meilleur rendement sur ce type de maïs-là qui est vraiment différent puisqu'on diminue la taille du maïs qui peut aller jusqu'à 2 à 3 mètres, on descend plus bas. Et en fait, on s'est rendu compte d'avantages climatiques vraiment certains parce qu'en fait, le système racinaire est beaucoup plus large et du coup, ce type de végétation va bien mieux résister à tout ce qui est tornade, à tout ce qui est événement climatique assez rude.
rudes que malheureusement on sait auxquelles on va faire face maintenant, quoi. Et du coup, il y a aussi des avantages sur le contenu de la plante en termes d'usage, par exemple pour les ensilages ou des choses comme ça. Donc en fait, il y a une combinaison d'éléments qui font que finalement, on le porte plus seulement pour du rendement, mais aussi pour un avantage climatique. Ce qui est plutôt chouette pour faire la recherche. Un petit maïs. Mehdi, en discutant hier, tu me confiais qu'il y a de plus en plus d'entreprises actionnaires de Team for the Planet, en plus des individus déjà actionnaires à titre particulier. Et depuis 2 semaines, 3 semaines, un nouvel actionnaire, la personne morale de l'État. Juste entre nous, c'était chaud d'obtenir l'État en tant qu'actionnaire. Et sous quelle forme il est rentré ? Ah oui, ça a été une des pires expériences de ma vie. 2 ans de travail intense et on a eu la chance que ça se termine 2 mois avant la dissolution. Donc je suis assez content quand même que ça ait pu se terminer avant. Je te proposerais bien de ne pas répondre à ta question parce qu'en fait, j'ai un sujet. Non, mais en fait, c'est vrai que c'est une actualité importante, mais finalement, par rapport à ce qu'on est en train de discuter là, il y a plein de sujets très intéressants qui ont été abordés ici. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à vraiment agir sur le sujet climatique ou sur le sujet biodiversité ? Tout à l'heure, tu parlais de la morale. En fait, le gros problème, c'est que ces sujets-là sont des sujets systémiques et la morale ne peut pas être présente dans un sujet systémique. Et donc, dès qu'on va essayer d'y mettre de la morale, on va être confronté à un truc simple, c'est que dès que vous prenez un système, vous le prenez par un bout et dans ce bout-là, la situation est inextricable. Je vous donne un exemple hyper simple, hein. Lorsque vous avez quelqu'un qui a un budget réduit et qui va acheter une voiture, il a le choix entre une voiture électrique ou une voiture à essence. Il va prendre la voiture à essence parce qu'il ne peut pas acheter la voiture électrique. Donc c'est sa faute à lui, le changement climatique. Mais lui, il va dire non, bah attendez, moi quand je vais à la pompe, il y a de l'essence. Donc c'est normal que j'aille me servir à la pompe. Donc en fait, non, c'est pas de sa faute à lui, c'est la faute de celui qui est à la pompe. Sauf que lui, il se fournit chez Total. Donc c'est Total. Mais Total, c'est qui ? C'est le patron de Total. Mais le patron de Total lui fait que ce que lui demandent les actionnaires. Donc le problème, c'est les actionnaires de Total. Et si vous allez voir les actionnaires de Total, il y a des fonds de pension. Donc le fonds de pension, il va dire, bah mais moi, c'est les retraités américains. Alors c'est le retraité américain qui est le coupable du changement climatique. Et en fait, tant qu'on reste comme ça dans cette boucle-là, on ne peut pas s'en sortir. C'est pour ça que la seule façon, c'est de faire un pas de côté. Et la grosse difficulté, c'est que pour l'instant, on n'arrive qu'à trouver des solutions compliquées à un problème simple. Le problème simple, c'est que tout notre système économique, il est basé sur l'idée fausse, mais qu'on a découvert récemment que c'était faux, c'est-à-dire il y a un siècle, on va dire, que les ressources naturelles sont illimitées et gratuites. Or, elles ne sont ni gratuites ni illimitées. Donc, d'où le principe de la main invisible qui a très bien fonctionné pendant très longtemps s'écroule en fait face à ça. Donc après, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des trucs compliqués, la CSRD, pour mettre des contraintes. Donc toutes ces normes, et quand on est soumis à ces normes, on trouve ça pénible parce qu'on se dit ouais, mais il y en a d'autres qui ne sont pas soumis à ces normes-là, etc. Mais le problème, en fait, il était simple. Et donc si on veut y trouver une solution, il faut qu'elle soit simple aussi. Donc il faut penser totalement différemment. Et par exemple, quand on dit, nous, notre métier, c'est de vendre des pesticides, donc il faut qu'on trouve des pesticides qui fassent moins de mal, on est toujours pris dans ce système. Parce qu'en fait, vous le disiez tout à l'heure, mon client, c'est l'agriculteur. Le problème de l'agriculteur, c'est qu'il faut qu'il vende une quantité X pour pouvoir vivre. C'est ça son problème. Donc vous, votre métier, c'est de résoudre ce problème-là. C'est pas de savoir ce qui va se passer ensuite pour celui qui va manger le truc à la fin, ou ce qui va arriver aux fourmis qui sont là. Excusez-moi, il y a quand même des labos comme l'ANSES qui sont là pour évaluer la sécurité de nos produits. Et jusqu'à présent, ils sont sur le marché parce qu'ils sont tous... Oui, mais ça fait partie des solutions compliquées à un problème simple. Je vais finir juste mon propos. Si votre boulot, c'était pas de vendre à l'agriculteur des pesticides ou autre chose, c'était pas de vendre un produit, c'était de lui vendre un champ en bonne santé. Et que tant que le champ de l'agriculteur il est en bonne santé, vous faites votre chiffre d'affaires, quoi qu'il arrive. Et que même si à la fin la solution c'est qu'il ne faut pas mettre de pesticides du tout, ou qu'il faut mettre autre chose, ou que, enfin voilà, peu importe la solution. C'est ce qu'on est en train de faire d'ailleurs, j'en parlerai après. Ça c'est intéressant. Ça me fait penser à Total. Un move intéressant qu'a fait Total, c'est de s'appeler Total Énergie. Dans l'idée, c'est de dire finalement qu'on vende du pétrole ou qu'on vende autre chose, ce qui compte c'est que à la fin c'est de l'énergie qu'on va vendre. Le problème, c'est qu'ils en sont restés à peu près là. Mais dans l'idée, c'est comme ça le move. Mais c'est très difficile à faire.
C'est extrêmement difficile à faire parce qu'on est dans un système. En fait. Donc vous êtes dans un système, je suis dans un système, on est tous dans un système. C'est pour ça qu'il n'y a pas de sujet de morale, etc. Donc c'est juste d'en avoir conscience. Donc ce qui est difficile dans les pas de côté, donc c'est ce qu'on essaye de faire avec Team for the Planet, c'est que du coup on sort complètement de cette logique-là. Donc je vous donne 2 exemples. Le premier exemple, c'est de dire, en fait, il n'y aura pas de rendement financier. Parce que c'est la seule façon d'être certain que quand on va investir pour une raison planète. D'ailleurs, le dividende qu'on génère, on appelle le dividende climat, c'est des tonnes de CO2 réduits. Donc nos actionnaires, s'ils viennent nous emmerder, c'est parce qu'on n'a pas fait assez de dividende climat. Qu'est-ce que ça nous permet ? Par exemple, on a investi 2 millions d'euros, ce qui est énorme à notre échelle, sur une innovation qui permet de faire de la séquestration carbone à très grande échelle potentiellement, en mettant de l'olivine, qui est une roche, en grains concassés au fond des océans. Sauf que la recherche, elle est très en amont. Il est possible qu'on découvre que ça pose des problèmes de biodiversité, notamment, ou autres problèmes. Si on découvre que ça pose un problème, on s'assoira sur nos 2 millions d'euros. On n'a rien à faire. Parce qu'on n'a pas promis de rendement dessus. Donc c'est pas grave. Nous, notre mission, ça ne va pas nous embêter. Par contre, on sait qu'on aura résolu un problème qui était de savoir est-ce que ce truc-là, c'est une vraie solution ou pas au changement climatique. Par contre, si par exemple je prends un investissement important, alors, prenons les puits de pétrole, lorsque les quantités astronomiques d'argent qu'on va mettre dedans, si demain on dit non, en fait vous allez vous asseoir là-dessus, sauf que moi mes actionnaires je dois toujours leur promettre de rendement, là je suis bloqué. C'est pour ça que sans ce point de côté, on peut faire ce qu'on veut, on peut faire toutes les politiques possibles, toutes les réglementations possibles, on sera toujours embêté à un moment donné, quoi qu'il arrive. Mais la limite au pas de côté, c'est que nous on a levé que 35 millions. Et on ne lèvera jamais 1000 milliards dans le système actuel. Et encore, on les a levés à la sueur du front, en mettant le feu aux réseaux sociaux tous les ans, avec 100 millions de vues, en faisant vraiment déployant des moyens gigantesques pour un résultat en argent qui est minuscule. Mais c'est pas grave. Le but, c'est de démontrer que cette idée-là, elle fonctionne. Donc si on arrive à la fin à démontrer qu'on a de l'impact à grande échelle, ce sera déjà pas mal. Ce qui est très difficile, c'est que nous, on est parti de zéro et on fait comme on veut, on n'est pas embêté, on fait un peu, on peut faire les hackers. Donc, c'est pas du tout la même situation et c'est beaucoup plus difficile de le faire dans des entreprises déjà développées, grandes, avec des engagements, avec des histoires et des historiques. Et c'est pour ça que je ne suis pas certain qu'on soit réellement capable de résoudre cette crise. En fait, c'est notre différence du coup. Enfin, moi, personnellement, je suis très, très optimiste dans les solutions qu'on peut déployer avec la science. Alors, on a la chance, c'est vrai, avec Bayer, de pouvoir investir beaucoup. Typiquement, un investissement qu'on fait à l'heure actuelle, c'est sur une start-up qui permet, pour le coup, de transformer les plantes. Enfin, l'idée, ce serait de fixer beaucoup mieux l'azote. Vous savez que les légumineuses fixent naturellement l'azote de l'air. Donc, imaginons que d'un seul coup, on arrive à transformer d'autres types de plantes qui sont cultivées à très grande échelle planétairement, comme, je ne sais pas, le maïs, le soja, enfin le soja on fixe déjà, mais le maïs, le blé. Et d'un seul coup, on aurait un impact qui est démultiplié parce qu'il y a la force d'une grosse entreprise derrière qui aussi a déjà un énorme marché sur les semences. Voilà, ça c'est un pari sur l'avenir, sur lequel on met beaucoup d'argent et techniquement, je ne sais pas si réellement on va y arriver. Mais en tout cas, on se donne les moyens, tout comme vous. En fait, je trouve ça génial, votre initiative, de mettre tous les moyens pour résoudre en fait, ces sujets et ajouter notre petite pierre à l'édifice. Et puis, au-delà de ça, en fait, pourquoi je suis optimiste ? Parce que, en fait, on a fait des progrès phénoménaux. On a quand même l'agriculture en France la plus durable au monde. C'est génial. Et en fait, on a des petits pas qui nous accompagnent, comme par exemple la réduction des pesticides. C'est en réduction drastique depuis un certain moment, et on continue là-dessus. Et notre but, c'est d'en mettre le moins possible. Typiquement, donc je parlais de l'agriculture digitale. L'idée, c'est de limiter l'intrant, par exemple, en vérifiant quand la maladie va arriver. Et ça, comment on peut le faire ? Par exemple, avec de l'intelligence artificielle, en mutualisant sur les connaissances de tous les agriculteurs d'un même secteur. Donc on en parlait ce matin, ceux qui ont visité, ils ont déjà mon exemple en tête, mais un agriculteur, en fait, il va travailler entre 20 et 60... je ne dirai pas de chiffres pour ne froisser personne, mais bon, donc il aura une quarantaine d'années d'essais-erreurs pour faire son champ, planter les choses qu'il a à faire pousser, pour, si possible, un rendement maximal et un impact minimal sur la biodiversité, tout ensemble.
Et finalement, cette personne, il fait tout pour préserver son champ, pour préserver également évidemment son revenu. Mais du coup, ça, il peut essayer de le faire en s'inspirant de ce qui s'est passé chez son voisin, de ce qui va se passer l'année suivante avec le même climat ou pas le même climat. Et au moins, comme ça, on pourrait arriver à mutualiser et à optimiser les uns envers les autres en collaborant tous ensemble. Donc ça, c'est les buts, par exemple, du digital farming. Derrière, il y a des modèles économiques, en effet, qui sont à changer et à trouver, qui ne sont pas pour l'instant trouvés. Je ne dis pas que ça s'appliquera à tous les agriculteurs. Il y a tous les agriculteurs, on les soutient toutes. Voilà. Mais sur le digital farming, il pourrait y avoir des solutions où, en fait, finalement, on n'assure plus... on va dire, la vente d'un produit, d'une semence, etc. Mais on se dit, tiens, voilà, on va t'assurer tel rendement. Nous, on pense qu'en ayant calculé et prévu tout ce qui va se passer dans le champ, au mètre carré près, on va pouvoir te dire, là, plante plus ou plante moins, protège plus comme ça, c'est pas la peine d'amender, limite tes intrants, ne passe pas le tracteur, tu vas éviter du CO2. Et à la fin, tu vas obtenir tel rendement. Si tu y es, c'est bon, on a gagné, on a notre partenariat. Et puis si tu y es pas, ça va devenir une assurance. C'est notre assurance technologique de réussite. On est bien d'accord que là, on parle de transformation de mindset aussi. Moi, je suis en transformation digitale. Ça veut dire accepter aussi qu'un système et qu'une machine te fasse des propositions sur lesquelles tu es encore maître dans ta ferme, mais où on va te projeter en fait des solutions possibles auxquelles il faudra que tu dises oui ou non. C'est la même chose pour nos chimistes pour lesquels on propose des molécules. Voilà. Vous avez anticipé ma dernière question, c'était je voulais avoir votre sentiment personnel sur ce fameux enjeu, même très personnel, qui est un engagement. Et c'est vrai que c'est intéressant de réfléchir à une société organisée différemment. Moi, j'espère qu'à un moment, effectivement, la performance de l'actionnaire le plus lointain et le plus riche ne sera pas que son rendement financier, mais que ça sera cette envie de laisser une terre plus propre. Christian, tu t'es pas exprimé sur peut-être un sentiment personnel. Tu disais tout à l'heure, évidemment, une partie des solutions sera technologique. Oui, non, mais complètement d'accord. Mais pas que. Je découvre beaucoup de choses et c'est super intéressant. Je veux juste dire qu'il y a quand même des efforts pour faire en sorte que la durabilité permette aussi une performance financière supérieure. C'est tout l'enjeu de la taxonomie. Sur les conclusions personnelles, moi, je ne suis pas un expert du sujet, contrairement à mes camarades de table ronde. Mais moi, ce que j'en retire, c'est quand même une complexité pour les acteurs de l'écosystème, et notamment les entreprises qui nous intéressent au premier rang, d'où le besoin de conseil, ce que je disais précédemment. Je pense que c'est aussi un enjeu de conseil. Il y a un enjeu aussi d'influence sur les processus réglementaires. Il ne faut pas perdre une occasion de donner de la voix, de donner son avis. Il y a des systèmes qui existent au niveau européen, par exemple, répondre à des consultations quand une norme est en préparation, etc. Donc ça, une organisation mutualisée comme ACI, des grands acteurs ou des acteurs spécialistes, leur voix est importante dans ce contexte-là. Voilà. Et puis dernier point, l'optimisme que vous avez indiqué. J'en ai pas parlé, mais dans les chiffres de nos études, on voit qu'il y a en France 2150 green tech, donc innovateurs verts, en augmentation très significative. C'est super. Alors c'est du risque entrepreneurial ou technique, comme vous l'avez dit, ça peut rater évidemment. Mais ça c'est positif, tout comme l'élément d'augmentation importante des investissements privés dans ces sociétés. 20%, alors j'ai pas le chiffre de 2023, mais en 2022, 20% du capital risque est allé sur les clean tech, donc c'est quand même en croissance forte. Donc c'est aussi des éléments qui sont plutôt qui permettent d'être optimistes, tout comme les levées de fonds supérieures à 100 millions sur les clean tech. Voilà. Donc des éléments plutôt positifs. Merci beaucoup. Il nous reste un petit quart d'heure, 11 minutes, pour des questions. Est-ce que je te laisse parler bien fort? Tiens, regarde, je te l'emprunte.
vous investissez dans une entreprise pour garantir la capacité à faire ce fameux pas de côté. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un effet levier d'investissement, mais à côté, il va y avoir des fonds d'investissement peut-être, des fonds de capital risque, enfin, peu importe qui vient à côté, autour ou dans les tours d'après. Comment vous arrivez à garantir, l'ouverture de l'innovation par rapport à ces acteurs qui ont des intérêts économiques, pour le coup, derrière leur investissement, et pouvoir du coup permettre à l'innovateur effectivement d'y aller franco comme il veut, et puis d'ouvrir son innovation pour qu'elle ait le plus d'impact possible. Alors on a essayé de penser ça pas d'un point de vue de la contrainte, parce qu'en fait on aurait pu mettre des packs d'actionnaires avec des grosses clauses en disant si vous ne faites pas comme on a dit au départ, ça se passera mal. Et en fait on est convaincu que ça ne fonctionne pas. La chance qu'on a dans une start-up, c'est que c'est une toute petite organisation humaine dans laquelle la seule chose qui prévaille, c'est la confiance et l'influence que les uns peuvent avoir aux autres. Donc notre proposition de licence libre, elle est basée uniquement sur le fait de convaincre les fondateurs en permanence. C'est très difficile pour eux parce que ça n'a jamais été fait dans l'industrie et on est investisseur essentiellement dans le monde industriel. Mais ceux qui commencent à le faire se rendent compte du potentiel. Je vais donner un exemple un peu plus concret. Crimirotech, c'est une innovation qui permet de prendre à peu près n'importe quel plastique, enfin même n'importe quel plastique, sans avoir besoin de le séparer, parce que ça c'est un gros problème pour le traitement du plastique, c'est le fait qu'il faut les séparer. Là il n'y a pas besoin, tous traités en même temps. Et au lieu de produire du plastique recyclé qui pose plein de problèmes, comme par exemple le fait que ça continue à alimenter l'industrie plastique, on va en faire des monomères gazeux qui peuvent être utilisés pour faire complètement autre chose. Par exemple des médicaments, des couches pour bébés, n'importe quel produit synthétique. Et donc là on sort de l'industrie plastique. Le mécanisme classique de l'industriel de base, c'est de se dire je vais faire des machines, je vais vendre des machines. Et Crimirotech, on les a convaincus de ne pas vendre leur machine, mais de la donner. Ce qui peut paraître fou. En fait, ils ont un brevet, donc de toute façon, elle est protégée, leur innovation. Et l'idée, c'est que n'importe qui va pouvoir créer sa propre machine Crimirotech en utilisant ce brevet, mais par contre, il y a une obligation, parce qu'il y a un contrat à signer. Cette obligation, c'est de partager les gains sur les ventes des gaz. Et en fait, c'est beaucoup plus rentable sur le long terme, même d'ailleurs sur le moyen terme, parce qu'une machine que vous allez vendre, mettons 1,5 million, mettons 2 millions même, vous êtes 1 million d'euros de marge, bah là, juste la vente des gaz, sur les 5 premières années, vous en avez pour 12 millions de chiffre d'affaires. Donc plutôt que se dire je vais industrialiser moi-même, je vais devoir lever 100 millions, faire des usines, me diluer, etc., je ne vais pas m'embêter avec ça, je vais me concentrer sur la R&D, puis je vais prendre un petit pourcentage sur tout le gaz qui sera vendu un peu partout. Et donc de cette façon-là, j'arrive à la fois à diffuser plus largement, à limiter mon risque et à augmenter mon rendement financier. Donc une transformation via le modèle économique. Une dernière question ? Enfin, 8 minutes. Luc ? Oui, déjà je voulais dire qu'on a été en tant qu'association, on est aussi actionnaire de Team Force the Planet, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais on a trouvé que c'était une bonne manière de montrer en 2020 qu'on trouvait le concept assez innovant. Donc bravo pour tout ce que vous avez fait. Et moi je trouve quand même qu'on est passé, au-delà d'être optimiste, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites. Moi je travaille dans ce métier depuis 27 ans, il y a eu quand même beaucoup d'innovations. Et aujourd'hui on peut... Et je trouve que parfois, je parle avec plutôt des jeunes qui disent mais l'Europe ne fait rien pour l'environnement, alors qu'en fait, qu'elle en fasse assez, c'est un débat, mais qu'elle fasse rien, c'est factuellement faux depuis une trentaine d'années. Et donc voilà, je trouve que c'est bien de montrer ça. Puis peut-être une question aussi, je pense que le risque qu'il peut y avoir à finalement niveler, puisque maintenant tout le monde est obligé de parler de l'impact, est-ce que ça risque pas, parce que des entrepreneurs, des chercheurs qui font de la recherche ou qui montent des entreprises pour apporter des solutions, c'est pas nouveau, hein. Est-ce que finalement ça risque pas de les noyer un peu, puisqu'aujourd'hui tout le monde va remplir une partie impact, va remplir, Christian, une grille d'évaluation des NSH, voilà. Donc comment vous faites pour finalement ne pas faire en sorte que cette logique de démontrer les impacts n'aplatisse finalement les vrais engagements ou les vraies solutions. La question peut se poser aussi pour vous, Team Force the Planet, mais j'imagine que vous avez quand même surtout des entrepreneurs engagés que vous supportez, quoi. Voilà. Donc comment on fait pour pas que finalement ça devienne quelque chose d'un peu lambda ?
J'aurais tendance à dire que la question, c'est pas que... Aujourd'hui, le débat, c'est pas l'Europe en fait pas assez, mais c'est plutôt ce qu'on entend dans les médias, l'Europe en fait trop sur le sujet, quoi. C'est trop lourd, c'est impossible à gérer, l'agriculture, les entreprises, tout ça. Et parfois, nous aussi, quand on regarde des trucs, on se dit, bah ça, il faudrait quand même simplifier ou améliorer, c'est vrai. Voilà, malgré tout, donc il y a quand même... il faut être vigilant, il faut aider aussi les pouvoirs publics à simplifier leur système, à les optimiser. C'est vrai, c'est un risque. Je suis d'accord. Et cela dit, ce serait presque peut-être une bonne nouvelle quand on considérera que la mesure de l'impact à 10 ans est aussi normale que de faire un plan de financement à 5, quoi. Ce serait presque une bonne nouvelle si c'est bien fait et si ça, sans que ça soit une noyade. Oui, on peut penser que le marché aussi, les besoins de marché vont aussi avoir vont décider du succès des gens qui auront développé des technologies pour répondre à des besoins sociétaux et avoir un impact important sur le climat. Enfin, je sais pas, c'est quand même un pari optimiste qu'on peut faire quand même, parce que sinon, on fait rien, quoi. Peut-être juste un petit parallèle sur cette question. On a changé en fait de paradigme, c'est vrai. Typiquement, à la fin de la dernière guerre, en fait, la volonté ou la vision qu'on avait, c'était nourrissons tout le monde. Voilà, c'est pour ça en fait qu'on a eu à un moment un développement des pesticides qui a d'ailleurs joué son rôle en fait, qui a pris du temps, mais c'est comme ça qu'on a réussi finalement à produire suffisamment pour nourrir toutes les personnes qui sont sur la Terre. Aujourd'hui, c'est plus le même enjeu, quoique avec le changement climatique, il va rester clairement, mais on a en plus un enjeu environnemental. En fait, on change de paradigme aussi sur la vision qu'on a du développement des innovations scientifiques. Donc pour moi, on a eu une adaptation en fait sur ce qu'on doit faire et comment on doit le faire. Après, le mettre dans la réglementation, oui, ça va de soi à un moment. Et puis voilà quoi. Mais c'est le temps qu'il faut nous laisser aussi, parce que la science est longue sur l'innovation, il faut quand même s'en rendre compte. Et malheureusement, c'est vrai, je ne sais pas comment on sera au niveau du temps, mais on ne peut pas le faire comme ça. Ça sera des temps longs, quoi qu'il arrive. Je pense que c'est pareil pour Time for the Planet. Il va être temps de vous remercier, sauf s'il y avait une dernière question. Ouais. Le micro est peut-être reparti. Mais il revient. Pas bien. Bon, je vais essayer de parler. Si, c'est bon. Une dernière question qui est assez philosophique presque. Je pense que même s'il y a des exemples comme Team for the Planet, dont on est également actionnaire, en l'occurrence, fait partie des 120 000, le monde globalement financier et même des entreprises pourra être impacté par des contraintes, ce que vous appelez, Mehdi, les choses compliquées, les CSRD, etc., mais que changer la fonction objectif, comme vous l'avez fait chez Team for the Planet, on remplace des dividendes en argent par des dividendes en réduction de CO2, je pense que le monde financier le fera difficilement. Et donc, est-ce que notre plus grand motif d'espoir, finalement, c'est pas le consommateur qui, avec sa carte bancaire et par ses arbitrages qui feront que les consommateurs achèteront pas toujours la voiture à essence moins chère que la voiture électrique, eh bien, finalement, est le meilleur agent de transformation de tout ça. Est-ce que vous partagez cela? Est-ce que le meilleur motif d'optimisme, c'est le consommateur ou non? C'est déjà là, en fait. C'est ce triptyque, finalement, économie, durabilité, société. Je veux dire, une entreprise à l'heure actuelle qui ferait vraiment qui ne se préoccuperait pas de l'environnement et de ce qu'elle va léguer sur le futur, qui ne se préoccuperait pas du climat, pour moi, elle n'est pas amenée à continuer à survivre. C'est une évidence. Donc, en arrivant à jouer sur ce triptyque, c'est difficile. Nous, en tant que consommateurs et de société, bien sûr qu'on a ce rôle à jouer, mais voilà, il est là. La société, c'est nous, en fait. Donc, je pense que c'est une évolution en place aujourd'hui. Et on le voit bien avec nos agriculteurs qui font le maximum ils ont déjà plein de solutions. Il faut leur faire confiance. Par contre, ils étaient dans la rue en début d'année. Ils nous ont dit, donnez-nous du temps. Et puis, faites attention à ce que vous faites, parce que certaines fois, on n'a pas le temps. Voilà.
Mehdi? En fait, lorsque un an avant créer Team for the Planet, j'ai passé un an à juste réfléchir, sortir, et c'était le moment de la crise des Gilets jaunes. Et la toute première chose que j'ai pensé lorsque j'ai vu ce truc-là, c'est qui sont ces connards qui nous emmerdent avec ces histoires de pompes. C'est très bien si le prix du pétrole augmente. Et puis, comme j'avais du temps, je suis quand même allé voir. Et j'ai passé pas mal de temps sur les ronds-points. Je suis allé aux manifs à Paris et tout pour essayer de capter ce qui se passait à ce moment-là, parce que j'avais le luxe d'avoir du temps pour le faire. Et c'est vraiment là que le principe de Team for the Planet a vraiment émergé de façon limpide dans ma tête. C'est qu'en fait, rien ne peut dépendre d'un seul acteur. C'est ça la grosse difficulté, c'est que c'est tout le monde en même temps ou rien. Parce que comme c'est une roue, il faut que tout le monde tire dans le même sens. Et s'il n'y en a qu'un qui y va, il peut rien faire. Donc la question, c'est que comment est-ce qu'on fait quand c'est cette situation-là? C'est qu'il ne faut surtout pas attendre que les autres commencent à faire quelque chose pour agir soi-même. Et si on est tout seul à agir et que ça nous porte tort et que ça nous crée des difficultés, c'est pas grave. Il faut se dire que de toute façon, il n'y a que comme ça que ça pourra se déclencher à un moment ou à un autre. La grande contrainte de ça, c'est que plus la situation économique et la situation géopolitique est tendue, plus ça c'est difficile. Et malheureusement, on a loupé une magnifique fenêtre de tir où il y avait pendant des années des taux d'intérêt très faibles, une situation économique qui fonctionnait très bien et où on n'a rien fait de majeur, et que maintenant on arrive à un moment où c'est beaucoup plus compliqué. Merci. Merci Mehdi, merci Catherine, merci Christian d'être venu partager avec nous. Merci pour vos questions et je crois que Laura, ça va être à toi de nous inspirer. Et je vais te donner mon petit micro. Ou le normal ?